À tous, et tout d'abord, merci aux organisateurs du séminaire pour m'avoir invité à vous présenter les apports principaux de la thèse que je viens de soutenir il y a 3 semaines à peine. Et merci à vous tous d'être venus m'écouter. Pour ceux qui ont assisté à ma soutenance, je m'excuse de ce qu'une partie de ce que je vais dire ce soir recoupe ce que j'ai dit à cette occasion. Cependant, je vais bien entendu tâcher de vous donner un peu plus de contexte, vu que la plupart d'entre vous n'auraient pas lu ma thèse. Et surtout, j'aurai un peu plus de temps pour approfondir sur quelques points qui me paraissent particulièrement importants ou originaux dans ma recherche. Donc, de quoi s'agit-il déjà ? Ma thèse s'intitule « Défendre une république de droit naturel, Prieur de la Marne et ses missions 1792 à en 3 », titre et sous-titre que l'on m'a proposé d'inverser pour cette intervention, qu'il s'agisse de la différencier de la thèse même, de clarifier que le sujet d'étude est bien Prieur de la Marne, ou de faire un peu la critique de l'ordre de ces termes dans le titre de ma thèse, je ne sais pas trop, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup hésité moi-même sur ce point pour la thèse même. Fallait-il mettre en avant l'objet de l'étude ou son objectif, justement. En effet, il s'agit bien de Prieur de la Marne, mais il est pour moi un cas d'étude. J'interroge surtout à travers lui la politique de la Convention montagnarde et ses emprunts, ou plutôt ses adaptations des traditions républicaines et justnaturalistes antérieures, en ligne avec les préoccupations de ce séminaire. Pour rappel, il faut dire un mot sur Prieur de la Marne lui-même, et ce sur quoi ma thèse porte plus précisément. Prieur de la Marne, le voilà, d'après l'étude que David a faite pour son tableau inachevé du serment à Dieu de Pomme, mais on a aussi là ce tableau. Il s'agit, et je vais vous donner aussi la chronologie, si j'arrive à... Voilà, donc ça c'est une brève chronologie de la vie de Prieur. Donc il s'agit en fait de Pierre-Louis Prieur, né en 1756, avocat et juge à Châlons-en-Champagne en 1789, qui se fait élire député du tiers-état de ce bailliage et siège au côté gauche de la Constituante jusqu'à la fin avec le petit groupe de députés autour de Robespierre. Sous la législative, il fait partie du directoire du département de la Marne, puis il est élu à la Convention où il siège sur la montagne. Voici la chronologie de l'essentiel de sa carrière politique, plus en particulier. Il est élu au comité de salut public en juillet 1793 et fait donc partie du grand comité, mais il effectue avant tout nombre de missions depuis le tout début de son mandat, dont une série dans l'Ouest, qui s'enchaîne si bien que, à partir début octobre 1793, il ne rentrera qu'après Thermidor. Dans le climat politique encore incertain de Vendémiaire, Brumaire en 3, c'est-à-dire octobre 1794, grosso modo, il est encore élu à la commission des colonies, puis réélu au comité de salut public et même à la présidence de la Convention. Mais avec la domination croissante des réacteurs, il finit par être arrêté lors de l'insurrection du 1er prairial en 3, c'est-à-dire le 20 mai 1795, puis décrété d'accusation. Il a pu échapper au sort des martyrs de Prairial, puisqu'il n'a été qu'assigné à résidence, et il a donc pu s'évader et se cacher jusqu'à l'amnistie de Brumaire en 4, c'est-à-dire octobre 1795. Il a donc pu continuer à circuler dans les milieux démocrates sous le directoire. Il a même failli être élu au Conseil des 500 en l'an 6, c'est-à-dire en 1798, même si cette élection aurait sans doute été annulée par le coup d'État du 22 à Floréal en 6 de toute façon. Et l'année suivante, il est nommé administrateur des Hospices civils de Paris, emploi qu'il aurait perdu quelques mois plus tard en refusant de prêter serment au consulat, mais cela reste à vérifier. De toute façon, un rapport de police du consulat le désigne encore comme chef anarchiste, c'est-à-dire démocrate. Il avait déjà repris son activité d'homme de loi sous le directoire et c'est ce qu'il continue à faire pendant le reste de sa vie,
quoique son exil à Bruxelles en tant que régicide, signataire de l'acte additionnel à partir de 1816, le rende plus difficile. C'est là, à Bruxelles, qu'il meurt en 1827 à l'âge de 70 ans. Or, autant je pense que ce contexte biographique est essentiel, autant ma thèse n'est pas une biographie. Je ne m'y intéresse qu'au mandat de prieur à la Convention, donc ce qui est souligné dans la chronologie, rien que cette petite ligne-là. Mais voilà, c'est déjà énormément de choses. Je m'intéresse à ce qui précède que pour mieux comprendre cette époque, et je parle très peu de ce qui suit comme n'ayant pas ce genre de valeur explicative. C'est en partie faute de pouvoir tout faire en une thèse. J'aurais souhaité étudier la trajectoire de Prieur depuis 1789 pour voir comment il évolue sur certaines questions, chose que j'ai quand même réussi à faire d'une façon limitée, notamment sur les questions coloniales, où, comme on verra, une partie du territoire avait été déjà déblayée avant moi. Mais en même temps, me limiter à la Convention m'a permis de mieux cerner ma problématique, qui est devenue celle de savoir dans quelle mesure la politique de la Convention montagnarde était adaptée des traditions républicaines et juste naturalistes, et ce à quoi ces adaptations pouvaient ressembler à travers la carrière d'un montagnard connu pour son adhésion constante aux principes. Mais comment est-ce que je suis arrivé jusque-là? Vous savez peut-être que j'ai changé de sujet de recherche après le master. Mes 2 mémoires de master ainsi qu'un premier mémoire de fin de licence portent en effet sur la référence à l'Antiquité dans la presse patriote pendant les 3 premières années de la Révolution française et surtout de leur rapport avec le républicanisme révolutionnaire au moment de la crise de Varennes à l'été 1791. Pourquoi donc avoir changé de sujet? Au premier regard, il peut paraître qu'il n'y a rien de commun entre ma thèse et ma recherche de master, sinon qu'il s'agit dans les 2 cas de l'époque révolutionnaire. Cependant, au fond, je m'intéresse toujours à l'adaptation des idées ou des concepts hérités d'autres horizons au contexte politique inédit de la Révolution française. Et bien sûr, dans les 2 cas, il s'agit du républicanisme. En effet, dans ma recherche de master, puis de doctorat, j'ai trouvé la confirmation des découvertes d'une partie de l'historiographie récente, à savoir que ce républicanisme révolutionnaire n'était pas, comme on l'a souvent affirmé, sans lien avec les traditions antérieures. La République n'était pas une simple question de formalisme institutionnel, mais plutôt un État libre que les révolutionnaires cherchaient depuis 1789 à fonder, et ce, même à une époque où certains ont cru devoir accuser le terme de République. J'ajouterais que, loin de fermer les débats, ce constat ouvre sur tout un champ de recherche potentiel, du moment que le, ou plutôt les républicanismes n'ont jamais été univoques, que personne n'a adopté tel quel le système de tels penseurs, et que la liberté est susceptible de bien des interprétations différentes et souvent contradictoires les unes avec les autres, sans parler de l'écart entre horizon d'attente et réalité vécue. C'est aussi pour cela, si l'on me permet de répondre ici à une critique d'un membre de mon jury à laquelle j'ai pas pu pleinement répondre lors de ma soutenance, que tout en restant au plus près du vocabulaire de l'époque, on ne peut pas se contenter de dire qu'un acteur comme Prieur soutenait par exemple la liberté et l'égalité. Il faut encore se demander ce qu'il entendait par là, quitte à devoir utiliser d'autres termes pour le préciser. En même temps, à travers ma propre recherche, comme en découvrant les travaux de divers historiens, notamment dans le cadre de ce séminaire, et je tiens à citer en particulier Florence Gauthier, qui a justement été pionnière dans ce domaine, j'ai découvert l'importance du droit naturel déclaré dans la Révolution française, et notamment pour comprendre les idées de son aile démocrate. Un certain nombre de travaux sur le républicanisme et le justnaturalisme à l'époque moderne ont démontré que les traditions républicaines n'étaient pas non plus forcément incompatibles avec le droit naturel. Au XVIIIe siècle comme au XVIIe, bien des personnages puisaient dans les 2 traditions sans y voir de contradiction. En fait, l'idée de la liberté comme non-domination, pour utiliser la terminologie de Petit, que l'on a retrouvée chez certains républicains, se marie plutôt bien à la réciprocité du droit naturel, même s'il est parfaitement possible d'être républicain et non juste naturaliste aussi.
Cependant, une bonne partie, pour ne pas dire la plupart de cette recherche, porte sur des textes théoriques ou sur des débats d'assemblée ou dans la presse, etc. Et quoi qu'on en ait pu dire, cela ne signifie pas qu'il s'agissait des abstractions, d'autant plus que ces débats ont pu aboutir à de la législation. Cependant, il y a souvent un écart entre intention et application. Faire un discours n'est pas forcément faire adopter une loi, et passer de la législation n'assure pas en soi son exécution. Pour ma part, c'est à cette exécution que je m'intéressais. Ma thèse a donc son origine avant même d'avoir rencontré Prieur de la Marne, dans la question « Est-ce qu'il y a dans la Révolution française des exemples d'une mise en œuvre pratique des principes d'un républicanisme de droit naturel et à quoi ressemble cette mise en œuvre ?» Posée de cette façon, la question était bien entendu trop générale. Il fallait un sujet pour tester l'hypothèse. Or, elles ne sont pas nombreuses, mais il existe des études sur l'application d'une partie de ces principes pendant la Révolution. Ce sont notamment celles de Jean-Pierre Gross qui m'ont inspiré à regarder du côté des représentants en mission. Cette figure hybride était idéale puisqu'elle participait à la fois à l'élaboration de la législation et veillait aussi à son application. Gross a démontré que, du moins dans des régions relativement calmes, comme une partie du sud-ouest de la France, les représentants en mission ont pu mettre en œuvre les principes de ce que lui, il appelle un libéralisme égalitaire. En même temps, les études de Gross soulevaient quelques interrogations. Il y est beaucoup question du droit naturel déclaré, mais puis du républicanisme. Peut-on vraiment distinguer aussi nettement entre ère de terreur dure et de terreur douce, pour utiliser son terminologie, et l'application des principes sur le terrain est-elle donc tout ou rien? Est-ce qu'il y avait réellement une telle identité entre Brissottin et Montagnard? En même temps, Gross et surtout l'enquête collective menée par l'équipe de Michel Biard, Françoise Brunel et Catherine Duprat ont réussi à montrer la réalité complexe et variée derrière le récit stéréotypé des représentants en mission comme des proconsuls tout-puissants, forcément sanguinaires et corrompus, sortis de la matrice thermidorienne. C'est la diversité des représentants en mission qui m'a suggéré l'idée d'approfondir en me focalisant sur un seul. En effet, la diversité globale peut masquer le caractère ou les dynamiques propres à certains courants ou à certaines époques. Il s'agissait toujours, faut-il le rappeler, de trouver un sujet pour interroger la mise en œuvre d'une politique républicaine et juste naturaliste. C'est ainsi que j'ai été amené à choisir Prieur de la Marne, car il y avait des indices qui suggéraient de tels principes chez lui. Il y avait notamment un article de Claire Blondet, issu de son mémoire de maîtrise sous la direction de Florence Cottier, sur l'opposition de Prieur au lobby des colons esclavagistes lorsqu'il était à Brest et à Lorient en l'an 2. Il ne s'agissait cependant pas de partir a priori de l'idée que les principes de Prieur avaient nécessairement pour fondement les traditions républicaines et de droit naturel, mais de poser la question de savoir dans quelle mesure c'était le cas, question qui ne pouvait pas être séparée de celle de savoir à quoi cette politique pouvait ressembler en contexte, puisque c'est dans un contexte précis qu'elle s'élaborait et qu'elle s'appliquait. D'ailleurs, quoiqu'il a été constituant, conventionnel, membre du comité de salut public, représentant souvent envoyé en mission, et l'un des derniers montagnards, Prieur avait été très peu étudié. J'étais assez déçu après avoir lu l'article de Claire Blondet d'apprendre qu'il n'y avait pas de suite. L'essentiel des travaux de Prieur datait d'il y a à peu près un siècle, et ils étaient incomplets, et surtout dans le cas de Pierre Biard, qui avait fait l'étude de la plus grande ampleur, très orientée. Pierre Biard, c'était un prêtre jésuite qui a publié une étude qui ressemble beaucoup plus à un réquisitoire en 1906 sur les missions de Prieur dans l'Ouest. Et donc, Prieur est même le seul membre du grand comité de salut public à ne pas avoir de biographie. Cependant, étudier un sujet parce qu'il n'a pas encore été garantit certes l'originalité de la recherche, mais pas forcément son intérêt. La justification par l'importance du personnage est également discutable. Il s'agit bien d'un personnage secondaire, mais des révolutions sont faites par des personnages secondaires, donc ça ne pose pas forcément de problème. On peut certes pointer l'originalité de son parcours, sinon de sa politique. Prieur est quasiment seul à avoir siégé au côté gauche de la Constituante jusqu'à la fin, puis sur la montagne.
encore une fois jusqu'à la fin de la Révolution populaire en l'an 3, puis à avoir survécu et participé au cercle démocrate sous le Directoire et au-delà. Il est ainsi, si l'on peut dire, un peu l'anti-Girouette, et qui plus est, l'anti-Girouette qui survit. Je pense, pour cette raison, qu'il serait intéressant de faire sa biographie, mais encore une fois, ce n'est pas ce qu'il s'agissait de faire dans ma thèse. De toute façon, la question de savoir quel impact les traditions républicaines et justnaturalistes ont pu avoir sur la politique de Prieur me paraît plus intéressante que de se demander simplement quelle a été cette politique, même s'il fallait évidemment poser cette dernière question pour répondre à la première. En ce faisant, j'espérais faire une contribution non seulement à notre compréhension de l'individu Prieur, mais aux réappropriations révolutionnaires de ces traditions. Donc, pour mener cette enquête, je me suis appuyé surtout sur des sources classiques, avant tout les recueils comme les archives parlementaires ou le recueil des actes du comité de salut public et les séries ou sous-séries AF2, D et F des archives nationales, les séries révolutionnaires des archives départementales, les rapports de mission et autres conservés surtout à la BNF, la correspondance des représentants aux armées conservée au service historique de la défense, et plus ponctuellement les archives municipales, bibliothèques municipales et autres, sans parler des bases de données et d'autres ressources en ligne. J'ai également tâché de me familiariser autant que possible avec l'historiographie et certains textes originaux relatifs à la pensée républicaine et justnaturaliste d'avant la Révolution, même si je n'ai pas toujours pu faire autant que j'aurais souhaité. Vu le caractère restreint de mon sujet, il s'agissait bien moins de définir mon corpus que d'être la plus exhaustive possible sur la période retenue. Même si la véritable exhaustivité a bien entendu été impossible, j'ai pu malgré tout consulter l'essentiel de la correspondance, des arrêtés et des interventions de Prieur à la Convention et, dans la mesure du possible, d'autres documents qui permettent de les mettre en contexte. Pour bien préserver ce contexte et suivre ses évolutions et celles de Prieur et de la Convention, j'ai adopté, non sans quelques hésitations à un certain moment, un plan chronologique. Chacune des 4 parties correspond à une séquence distincte du mandat de Prieur à la Convention et, dans la mesure du possible, d'autres documents qui permettent de les mettre en contexte. Pardon, j'ai sauté là. La première partie porte sur la Convention Brissotine et un peu de ce qui la précède. Donc, la constituante et surtout l'été 1792, quand Prieur était administrateur de la Marne, pour donner le contexte de son élection à la Convention. Les deuxième et troisième sur la Convention montagnarde, d'abord à l'été 1793, époque où Prieur siégeait au comité de salut public, ensuite pendant sa longue mission dans l'Ouest, enfin la dernière épilogue sur la Convention thermidorienne. Voilà. Donc, pour en venir aux apports de cette thèse, enfin, je crois bien avoir démontré que Prieur a défendu une politique adaptée des courants républicains et justnaturalistes lors de son mandat à la Convention, même si je tiens à souligner que cette politique n'est pas la seule qui aurait pu, ou même qui a pu s'en inspirer d'une façon ou d'une autre. Cela est vrai tant par les politiques particulières qu'il a défendues, que par les institutions auxquelles il a participé en tant que simple député, mais aussi en tant que membre du comité de salut public ou en tant que représentant en mission, car la préservation du principe de la subordination de l'exécutif au législatif était intégrale à toutes ses fonctions et à la façon dont il les exerçait et dont il les concevait. J'ai reçu quelques critiques sur l'usage que j'ai fait du terme de programme républicain et justnaturaliste. Or, on peut toujours discuter de la pertinence de tel ou tel terme, mais je précise qu'en parlant par endroit d'un programme, je n'ai voulu aucunement dire que Prieur appliquait une série tout faite de mesures concrètes conçues et proposées à l'avance à la manière d'un parti politique de nos jours. On est bien d'accord, ce serait un anachronisme total. Le programme en question était plutôt en cours d'élaboration, même si plusieurs éléments importants étaient déjà en place au début de l'an 2, surtout s'il est question de principe et non de législation précise. Par exemple,
Le principe de la centralité législative n'a pas attendu le décret du 14 primaire en 4 décembre 1793 sur le gouvernement révolutionnaire, pas plus que celui d'une instruction primaire gratuite et obligatoire n'a attendu la loi d'ONU adoptée à peu près à la même époque. Ainsi, Prieur invoquait déjà le principe de la subordination de l'exécutif au législatif en février 1793 lorsqu'il dénonçait les empiètements du département du Var, sans parler de toutes ses interventions dans ce sens à la Constituante. De même, l'arrêté de Prieur, Jean Bon-Saint-André et leurs collègues pour installer des instituteurs à bord des vaisseaux de la marine n'est pas bien compris comme une originalité totale. Il s'agit bien de l'application des principes partagés à un contexte particulier. En effet, si Prieur et ses collègues improvisaient, ils ne faisaient pas n'importe comment. C'est-à-dire que, confrontés à des problèmes précis, sauf exception, Prieur cherchait des solutions en adéquation avec des principes essentiellement républicains et justnaturalistes, qui étaient ceux de la Convention montagnarde. Il me semble que c'est une conclusion qu'on peut tirer même en reconnaissant que Prieur a employé très peu l'expression précise de droit naturel. Le vocabulaire précis n'est pas tout. Prieur était sans doute montagnard bien avant d'utiliser ce terme pour la première fois, qu'il n'a fait qu'en Brumaire en 2, c'est-à-dire octobre 1793, ce qui est assez tardif. Et à mon avis, il puisait dans la tradition républicaine bien avant de se dire républicain aussi. Il faut d'ailleurs regarder le contexte, qui ne se prêtait pas souvent à des démonstrations de la dérivation de la Déclaration des droits de la philosophie justnaturaliste. Le débat sur la Déclaration des droits de 1793 aurait peut-être été l'occasion d'en parler, surtout face aux propositions brissotines de remplacer les droits naturels par ceux de l'homme en société, mais Prieur était en mission à ce moment-là et n'a donc pas pu y participer. Le terme de droit est certes lui-même polysémique, mais lorsque Prieur évoquait les droits comme principe de la Révolution, comme lorsqu'il a déclaré que, je cite, « c'est la liberté, c'est la déclaration des droits que les tyrans étrangers veulent renverser », ou lorsqu'il a écrit que, je cite encore, « nous avons tous juré un attachement inexprimable aux droits sacrés de l'homme », il est difficile de soutenir qu'il pensait à autre chose qu'à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui relevait du droit naturel. Et d'ailleurs, je pense que les auteurs de cette estampe ont dû penser de même, parce qu'ils désignent Prieur comme l'inflexible soutien du peuple et de ses droits. Et à mon avis, du moins, il ne peut s'agir que de ses droits naturels et des autres droits peut-être qui en dérivent. Mais voilà. Donc, le fait que Prieur ne favorisait pas de longs discours et des définitions explicites est bien entendu un des défis de l'étude du personnage, mais il est souvent évident aussi qu'il avait tendance à supposer, à tort ou à raison d'ailleurs, que les interlocuteurs partageaient ses principes. De ce fait, il ne croyait sans doute pas nécessaire à chaque fois de préciser lorsqu'il parlait des droits qu'il s'agissait des droits naturels. Ainsi, je pense qu'on peut bien dire que pour Prieur, être libre et jouir de ses droits naturels et imprescriptibles était synonyme, et la République était moins une forme de gouvernement que la seule organisation sociétale qui rende leur exercice possible. À ce titre, il pouvait être nécessaire, d'après lui, au cœur de la crise de la guerre civile et étrangère, de suspendre temporairement une partie de la lettre de la Déclaration pour préserver le cadre républicain, sans lequel aucun droit ne pouvait être respecté. Je pense plus à son adhésion à la création de la catégorie de suspects, par exemple, que de la répression des contre-révolutionnaires à proprement parler, car contrairement à un principe bien persistant, les ennemis de la liberté n'en avaient pas moins que ses amis. C'était simplement que les révolutionnaires croyaient à la réciprocité, selon laquelle réclamer la liberté de détruire celle d'autrui ne peut être légitime. Aussi, ne peut-on pas dire que Prieur violait ses principes en soutenant la création du tribunal extraordinaire, dit plus tard révolutionnaire, en mars 1793, ni même en créant des commissions militaires pour juger des rebelles vendéens, comme hors-la-loi, à la fin de cette même année, quoiqu'il me paraisse évident que c'est le contexte de guerre civile et étrangère qui lui a fait croire, à lui et à ses collègues, que ces mesures étaient nécessaires et qu'il n'y a donc
vraiment pas de sens à opposer circonstances et idéologie comme on l'a fait trop souvent. D'ailleurs, dans le cas du tribunal extraordinaire, il s'agissait malgré tout de garder certaines garanties introduites par la Révolution, telles que la publicité des séances et le jury, que Prieur souhaitait faire voter à haute voix, non comme mesure d'exception, mais par principe dans tous les tribunaux. De même, Prieur pouvait également être amené à donner à certains principes une priorité provisoire sur d'autres. C'est sans doute encore le cas des suspects et du salut public, même si l'on peut reconnaître avec Sophie Vanish qu'il s'agissait d'une tentative de réduire la violence et qu'ici comme ailleurs, il y avait une tendance à vouloir encadrer autant que possible les pratiques répressives, mais pas que, par la législation, pour réduire autant que possible la part d'arbitraire, même dans une situation exceptionnelle. Et l'on voit Prieur veiller à l'application de cet encadrement lors de sa dernière mission en particulier. On peut sans doute également ranger dans cette catégorie la censure des théâtres, même s'il y a ambiguïté. Une fois la République bien assise et en paix, est-ce que les pièces qui célèbrent l'aristocratie seraient sans danger, ou est-ce que l'on espérait qu'une société régénérée serait moins tentée d'en produire? Bon, peut-être les deux à la fois. Quoi qu'il en soit, on peut penser aussi aux épurations des administrateurs fédéralistes que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer à ce séminaire, où le principe de la centralité législative se substitue à la confiance créée par l'élection, puisqu'il est plus important que la législation, votée, elle, par des représentants élus, soit exécutée que de faire élire localement les administrateurs. Il est intéressant de noter que certains voient dans ces épurations une dérive autoritaire par excellence. Certes, il s'agissait d'une mesure provisoire. C'est le contexte qui l'exige d'après Prieur et ses collègues montagnards, et tout indique qu'il comptait bien revenir aux élections à la paix, et tout d'abord la Constitution de 1793, mais il n'avait jamais imaginé que les administrateurs devaient être élus pour servir de contre-pouvoir. Bien au contraire, cette critique des épurations me semble donc venir d'une part d'une sorte de fétichisation de l'élection en tant que telle, et de l'autre de la condamnation des montagnards comme Prieur pour ne pas avoir cru à la balance des pouvoirs. Comme je souhaite de toute façon comprendre Prieur et ses collègues à l'aune de leurs propres principes, au lieu de les juger à l'aune de ceux d'autrui, je ne trouve pas très pertinent ce genre d'analyse. De toute façon, j'ai bien découvert au cours de ma recherche que l'on peut parler des administrations, qu'on ne peut parler, à des administrations nommées qu'au cas des districts et des départements, et qu'au niveau des municipalités, Prieur a bien tâché de faire des consultations populaires qui ne peuvent se réduire à une simple mise en scène, pour citer Michel Bière. Certes, on est d'accord que le choix a été orienté à l'aide des sociétés populaires et de ceux que Prieur considérait comme les meilleurs patriotes locaux, mais encore une fois, il le reconnaissait lui-même comme un pis-aller. Il cherchait simplement à profiter quand même pour élargir la participation populaire et introduire à une population qui avait été largement tenue à l'écart à l'idée de la censure des élus. On peut d'ailleurs poser la question de savoir s'il n'est pas une illusion de considérer a priori que les élections avaient jusque-là été libres de toute pression, puisqu'on voit par exemple à Vannes la formation d'une nouvelle élite étudiée par Bernard Frélot et qui se consolide dès ce moment-là, sans parler des plaintes que Prieur prétend avoir reçues de la part des habitants pauvres de Vannes, selon lesquels ils avaient été tenus à l'écart par la force en fait. Quant à l'hypothèse que les partisans des fédéralistes s'abstenaient de venir aux assemblées des habitants convoquées par Prieur, on ne peut pas l'écarter, mais on a des indices du contraire. Si les royalistes et ceux que Roger Dupuis nomme les anti-révolutionnaires, ceux qui ont été détournés de la Révolution sans pour autant être motivés par des convictions contre-révolutionnaires à proprement parler, si ceux-là donc boycottaient la participation politique, les amis des administrateurs destitués ne cessaient en revanche d'importuner les représentants en mission, avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Prieur ne les écoutait guère, mais tel n'était pas le cas de Trévoire, par exemple. Ils étaient prêts à dire qu'ils s'étaient trompés en adhérant à l'insurrection fédéraliste, ce qui était sans doute le cas de certains, mais pas tous, mais non à renoncer à leur influence politique. À mon sens donc, même s'ils ne l'auraient sans doute pas choisi,
La situation de crise a donné à Prieur l'occasion de tenter de briser l'emprise de cette nouvelle élite, et il l'a prise. Ambiguïté que la réflexe de la déploration pure et simple ne permet pas de saisir. Ici comme ailleurs, le républicanisme et le droit naturel ne sont pas des thèmes parmi d'autres. L'action de Prieur était informée par son républicanisme juste naturaliste. Le droit du peuple à sa souveraineté n'était pas respecté quand les administrateurs qui faisaient partie de l'exécutif pouvaient refuser l'exécution des lois, voire se révolter contre le pouvoir législatif. D'autres exemples sont peut-être encore plus évidents. Prieur n'était pas d'une part anti-esclavagiste et d'autre part juste naturaliste, il s'opposait à l'esclavage parce qu'il était contraire au droit naturel. Cela est même vrai de son soutien à la répression des contre-révolutionnaires, comme on l'a vu, et même en particulier en ce qui concerne son anti-esclavagisme, voire son anticolonialisme, au sens de son rejet de la logique de la domination coloniale, car pour lui, la défense des anciens esclaves et des libres de couleur passait nécessairement par la répression des membres du lobby esclavagiste. Prieur ne s'arrêtait pas là non plus. On a déjà vu comment les principes n'étaient pas absents de la répression même. De même, il fallait une armée pour combattre la coalition, mais les soldats devaient élire leurs officiers, principe que Prieur a défendu sans faille à la Convention comme sur le terrain, et les représentants surveillaient les généraux pour préserver la République de la trahison en respectant les principes de la souveraineté populaire et de la centralité législative. Il fallait en même temps approvisionner les troupes avant tout par des réquisitions directes chez les artisans, plutôt que de dépendre des fournisseurs, dont Prieur avait à plusieurs reprises eu l'occasion de découvrir la corruption. En même temps, cette politique permettait de répondre à une demande populaire qui correspondait au droit au travail, forme de secours public selon la Déclaration des droits de 1793. Cela ne veut pas dire que Prieur et ses collègues étaient toujours à 100% conséquents dans l'application de tous leurs principes, et devrait aller sans dire que l'on étudie toujours des êtres humains bornés, mais il devrait aller sans dire aussi qu'une application imparfaite des principes ne signifie pas que ces principes n'ont eu aucun impact réel. En même temps, le cas de la défanatisation montre que les principes pouvaient entrer en conflit les uns avec les autres. Comment mettre fin à la domination de l'Église tout en respectant le droit à la liberté des cultes? Prieur n'a pas réussi à résoudre ce problème. Il dénonçait cette domination sans prendre des mesures contre les croyants ni contre les prêtres constitutionnels, mais en même temps, il n'a pas objecté, comme Robespierre ou Jean Saint-André par exemple, du moins d'après les sources que j'ai pu consulter, à ce que d'autres le fassent, par exemple lorsque les comités de surveillance arrêtaient des prêtres constitutionnels comme suspects rien que pour être prêtres, ou lorsque le quartier exigeait leur démission des places d'administrateurs. De toute façon, je crois aussi avoir démontré que la politique de Prieur a pris deux formes, des mesures pour la défense de la République et celles pour sa fondation. Il devrait aller sans le dire que la fondation de la République passait par sa défense, et que l'on ne pouvait pas avoir les unes sans les autres, mais il n'en est pas moins vrai que la plupart des mesures proposées ou prises par Prieur étaient liées de près ou de loin à la guerre, l'ampleur de la crise oblige. C'est pour cela que j'ai changé dans le titre de ma thèse un républicanisme de droit naturel à l'œuvre à défendre une république de droit naturel, même si ce titre a le défaut potentiel de laisser penser que république renvoie ici à une simple forme institutionnelle, ce qui n'est pas le cas. Il y avait sans doute bien des mesures qui servaient à la fois à la défense de la République et à sa fondation, en insistant sur l'élection des officiers par les soldats, par exemple, en se conformant aux principes démocratiques à court terme dans la conduite de la guerre, mais il s'agissait aussi, et Prieur est bien explicite sur ce point, de former les soldats citoyens à l'exercice de leurs droits, qu'ils étaient également appelés à exercer à leur retour dans leur foyer à la paix. La guerre exigeait pareillement que la priorité pour les secours aille aux soldats et à leurs familles, mais déjà, non seulement les indigents n'étaient pas oubliés, même à ce moment-là, mais les leçons qu'on tirait de la distribution des secours à des gens de cette première catégorie avaient sans doute vocation à être appliquées plus généralement par la suite. Je crois ainsi avoir apporté des éléments de réponse à l'interrogation que me faisaient faire les travaux de Gross. Il était possible de tâcher d'appliquer les principes même dans des régions moins tranquilles, mais moins la région était tranquille, plus il s'agissait de mesures de défense et moins de fondations. Ainsi,
Prieur a-t-il eu plus de loisirs pour s'occuper de l'éducation ou des secours quand il n'était pas obligé de faire des préparatifs d'urgence pour l'armée comme à l'automne de l'an 2, 1793? C'est une évidence. L'hostilité très répandue à la Révolution dans les campagnes bretonnes suite aux déceptions de ces premières années n'a pas empêché non plus des tentatives de la part de Prieur d'y faire appliquer notamment des mesures d'éducation. Il nommait ainsi des instituteurs du français après le décret du 8 pluviose en 2, 27 janvier 1794, mais il encourageait aussi la formation des sociétés populaires villageoises ou à défaut l'assistance des habitants des campagnes aux séances de celles des villes, comme aux fêtes aussi. Le succès de ces expériences a été sans doute limité, mais cela ne doit pas surprendre vu, entre autres, la courte durée de l'expérience. Le fait que l'on cesse largement d'assister aux écoles publiques en Bretagne en l'an 3 d'après l'étude de Compsignan ne peut sans doute pas être abstrait du contexte politique et on ne peut en conclure à la futilité de l'expérience. L'exception évidente à l'idée que la défense de la République devait être elle-même républicaine, c'est-à-dire, pour répondre à une autre interrogation qu'on m'a faite lors de ma soutenance, que Prieur et ses collègues voulaient que les moyens, et non seulement la fin, soient en conformité avec les principes républicains, et en l'occurrence juste naturalistes, et celle de la Vendée. Attention, il ne s'agit pas de dire que défendre la République contre la révolte vendéenne n'était pas dans les principes, ni que tous les principes ont été abandonnés dans la conduite de cette guerre, ni non plus que toutes les étapes de cette guerre étaient pareilles. En effet, lorsque Prieur suivait l'armée de l'Ouest au moment de la virée des Galernes en automne-hiver en 2 1793, il a appliqué le principe de la surveillance des généraux. En revanche, même si son soutien au plan Turreau pour la Vendée militaire n'est pas aussi incompréhensible qu'on le dit communément, le fait de diviser l'armée en plus de colonnes qui n'en avaient de représentants garantissait une relative absence de surveillance, ce qui n'a peut-être pas été étrangère aux dérives qu'on a signalées. Toutefois, il ne faut pas non plus se laisser aller à des fantasmes. Toute une série d'arrêtés relatifs au secours aux réfugiés viennent contredire la thèse que Prieur et ses collègues auraient ordonné ou encouragé des massacres de civils désarmés. Enfin, je crois avoir démontré que dans sa politique, sinon dans son parcours, Prieur a bien été un représentant montagnard moyen. Il fallait bien entendu poser la question de son originalité, mais à mon sens, c'est en tant que montagnard plus ou moins typique qu'il est le plus intéressant. Il n'a pas beaucoup innové par rapport au décret de la Convention et aux consignes du Comité de salut public, ce qui suggère, toute nuance gardée, que certaines conclusions tirées sur Prieur peuvent s'appliquer aux montagnards en général, ou du moins à leur politique commune. Cette politique compte plus que l'individu Prieur à mon sens, d'où mon choix final de subordonner Prieur à la défense de la République de droit naturel dans le titre de ma thèse. Or, au-delà des points auxquels j'ai déjà touché, j'aimerais bien revenir sur quelques moments clés de ma thèse. D'abord, on peut bien dire que la Convention montagnarde, et surtout la dernière mission de Prieur, constitue le cœur de cette étude. Il s'agit bien de la période la plus longue et qui correspond à celle où Prieur et ses collègues de la montagne ont pu mettre en œuvre leurs idées, du moins dans les limites de la situation de crise qui a créé des obstacles plus ou moins grands selon les régions. Et il faut bien reconnaître que la Bretagne, le pays de la Loire, où Prieur a passé l'essentiel de cette époque, n'était peut-être pas le terrain le plus propice. Mais la séquence qui la précède, celle de la Convention brissotine, n'est pas moins intéressante de plusieurs points de vue. Voilà le détail de la première partie. D'abord, c'est une période d'apprentissage pour Prieur. C'est alors qu'il apprend à se méfier des gros fournisseurs, puis des généraux, et qu'il commence à comprendre qu'en temps de crise, préserver la subordination de l'exécutif au législatif va nécessiter ce qu'on appellera par la suite la surveillance active. Il en fait l'expérience, surtout au cours de ses 3 premières missions, qui ont eu lieu pendant cette séquence, une première à l'armée du Centre en septembre-octobre 1792, la deuxième à Orléans en avril 1793, et la troisième, dominée par la révolte fédéraliste, à l'armée des côtes de Cherbourg en mai-juin et jusqu'au début juillet 1793. C'est aussi à cette époque qu'il est obligé de défendre ses idées face aux Brissotins, ce qui nous livre quelques-unes de ses prises de position les plus argumentées et donc les plus intéressantes. C'est le détail du chapitre sur ses interventions à la Convention.
Donc on peut citer par exemple sa théorie de la souveraineté populaire et la séparation des pouvoirs, dont je vous ai parlé il y a quelques années déjà ici, et qui, à mon sens, ne se réduit pas à un argument de circonstance, même si, comme tout discours politique, il a été écrit dans un contexte donné pour servir à des fins précises. Donc voilà ce discours-là. En effet, l'idée que tous les hommes peuvent et doivent exercer la souveraineté parce qu'ils sont tous doués de la raison est un héritage du droit naturel. Voilà ces idées sur la souveraineté populaire et la séparation des pouvoirs. Voilà. Cette idée reste un thème constant chez lui, de façon implicite ou explicite. De même, l'idée de la subordination de l'exécutif au législatif, ou l'idée que dans le pouvoir judiciaire, il y a deux éléments, le juge qui correspond à l'exécutif et le jury qui a la fonction souveraine. On peut aussi citer sa défense de la nécessité de l'élection des officiers, que j'ai déjà mentionné, ou encore celle de la publicité, qui est un enjeu fondamental. La présence du public corrompt, selon les Brissotins, tandis que selon Prieur et les Montagnards, elle préserve de la corruption. Et cette divergence n'est pas anodine, puisqu'elle traduit une divergence sur la nature de la représentation même. Prieur et les Montagnards considéraient les représentants comme des mandataires responsables devant le peuple. Les Brissotins les considéraient plutôt comme ceux que le peuple aurait choisis pour décider à sa place. Je l'ai dit, ceux qui espéraient des révélations sur l'originalité de l'individu Prieur vont être déçus. En revanche, son exemple tend bien à confirmer la consistance des principes d'une politique commune des Montagnards. Il lui est arrivé d'aller plus loin. Par exemple, il souhaitait voir des jurys au civil comme au criminel, et sur ce point, il n'a pas été suivi. Mais cela est plutôt rare. Même quand il a eu l'initiative d'une idée, par exemple celle de laisser la décision des modalités de la levée aux communes, elle puisait dans des principes communs et qui résonnaient forcément aussi au-delà de la montagne quand elle était adoptée, parce que c'est comme ça que fonctionnait la convention. Les montagnards n'avaient pas une majorité des députés. C'est pour cela qu'il y a un sens à comptabiliser, comme je l'ai fait, les taux d'échec et de succès de Prieur, c'est-à-dire quand il a réussi ou non à faire passer un décret, un amendement, etc., puisqu'ils permettent de voir quand la Convention a penché plutôt vers la montagne, comme en mars 1793 par exemple. Faire de même avec d'autres députés permettrait sans doute de mesurer l'impact de l'absence d'un grand nombre de montagnards de la Convention au moment des missions collectives de mars et d'avril 1793. Prieur et ses collègues à Orléans ont explicitement protesté contre la mise en accusation de Marat. Combien d'autres questions n'ont-elles pas été décidées par cette absence, non seulement dans les votes, mais aussi dans les débats? Cette époque et la mission à Orléans en particulier illustrent aussi une divergence réelle entre Brissotins et Montagnards. Il s'agissait de rétablir l'ordre après un attentat contre un député, en l'occurrence Léonard Bourdon, et des insultes proférées à d'autres. Mais pour Prieur et ses collègues montagnards, le problème était plus profond. C'est tout un statu quo où les riches dominent et les pauvres sont différents et silencieux, qui cherchaient à renverser en cherchant à amplifier la voix du peuple au sens social du terme. Leurs collègues brissotins cherchaient par contre à préserver ce statu quo, et rien ne l'illustre mieux que l'affaire de l'hôpital d'Orléans, où Prieur, Bourbotte et Julien de Toulouse ont accueilli les plaintes de ceux qui y habitaient contre les abus de pouvoir des administrateurs, alors que quand leurs collègues liés aux Brissotins sont passés quelques jours plus tard, ils étaient plutôt prévenus en faveur de ces administrateurs qu'ils voyaient comme charitables et contre les habitants indigents de l'hôpital qui auraient, d'après eux, intérêt à mentir. Cette affaire est également intéressante du point de vue du légalisme qui caractérise, selon tant d'historiens, les Brissotins. S'il est vrai qu'ils étaient réticents à prendre des mesures dites de salut public, telles que l'arrestation des suspects, on voit aussi que dans ce cas au moins, il s'agit d'un type de légalisme qui permettent de préférer un règlement d'hôpital qui datait du siècle précédent à la législation révolutionnaire vis-à-vis du droit des administrateurs à punir les résidents de l'hôpital. Ce légalisme à géométrie variable n'est pourtant illustré nulle part mieux que dans les révoltes fédéralistes, et je ne vais pas m'y attarder trop longtemps puisque j'en ai déjà parlé ici comme ailleurs. Je pense cependant
et ça c'est la mission de prière à l'armée des côtes de Cherbourg. Je pense cependant qu'un des points forts de ma recherche est l'analyse du fédéralisme, qui dans l'historiographie récente a souvent été étudié du seul point de vue des fédéralistes, et quand il n'a pas été vu comme une simple querelle de parti au sens le plus politicien du terme. Je rejoins une partie des analyses plus anciennes qui voient dans les révoltes fédéralistes, ou du moins celles de l'Ouest, car le cas de Prieur ne m'a pas vraiment permis de m'approcher des autres, qui me paraissent avoir en partie un autre caractère, surtout un refus des politiques démocratiques et sociales qui créeraient un nouvel ordre républicain comme celui que Prieur et ses collègues montagnards ont voulu établir à Orléans. Cependant, je crois avoir démontré que pour Prieur et les autres montagnards, le fait que ces révoltes étaient menées par les administrateurs ne saurait être considéré comme anodin. Il s'agissait bien du renversement de la subordination de l'exécutif au législatif qui faisait de chaque administration une législature usurpatrice puisque non élue à cette fin, et c'est pour cela que Prieur et ses collègues de la montagne ont fini par désigner ces révoltes comme fédéralistes, même si il reste encore des questions à élucider, comme par exemple le lien avec l'exemple des États-Unis qui serait encore à creuser. Bon, d'ailleurs, et sur ce point, je n'ai pas répondu au mieux lors de ma soutenance, et donc avec votre indulgence, j'aimerais bien m'y attarder un tout petit peu ici. Si l'on peut bien constater que Prieur et ses collègues à l'armée des côtes de Cherbourg étaient mis devant le fait accompli et qu'il est donc difficile de savoir avec certitude quelle aurait été leur attitude s'ils avaient été présents lors de l'insurrection des 31 mai de juin, la situation n'était pas pareille entre cette insurrection et les révoltes fédéralistes. L'insurrection à Paris partait d'en bas, des sections, et n'était pas menée par des administrateurs. Si la municipalité de Paris s'était permis de dénoncer la conduite des Brissotins, d'ailleurs, cela n'équivalait nullement à se révolter contre la Convention, sans parler de lever une force armée, de se saisir des fonds publics, de faire une guerre d'attrition à une partie de la République, etc. Donc, dans ce cas au moins, l'hypothèse selon laquelle Prieur et ses collègues appliquaient deux poids, deux mesures, selon qu'il s'agissait de leurs amis ou de leurs ennemis politiques, ne tient pas debout à mon sens. Donc, le chapitre sur la participation de Prieur au comité de salut public montagnard est surtout intéressant en ce qu'elle nous oblige à nous pencher sur une époque de transition assez peu étudiée. Il confirme ce que ceux qui connaissaient un peu le fonctionnement de ce comité savaient déjà, à savoir que tous les membres s'occupaient de tout. J'ai pris les arrêtés rédigés ou signés par Prieur plus comme échantillon, faute de pouvoir les étudier tous, mais on voit très bien que si les mesures liées à la défense et à l'ordre public dominent, c'est à cause des attributions de ce comité et non d'une spécialisation de Prieur. D'ailleurs, loin des clichés sur les 12 ou les 11, je remarquerai que Prieur a siégé, en personne du moins, plus longtemps avec Thuriot qu'avec Robespierre et pas du tout avec Robert Lindet. Donc, il ne faut vraiment pas prendre le comité de salut public comme quelque chose de figé. Il est peut-être trop à espérer qu'on cesse un de ces jours à répéter des clichés thermidoriens sur les rôles figés des différents membres de ce comité, mais en voilà encore une étude qui s'inscrit en faux contre ce récit-là. La non-spécialisation du comité, tel qu'il existait à l'été 1793, est encore mise en relief par l'étude du comité thermidorien, quand une vraie spécialisation a bel et bien existé. La différence est assez frappante. À l'été 1793, Prieur s'était occupé de tous les thèmes que le comité traitait, dont en premier lieu la défense et l'ordre public, puisque telle était l'attribution majeure du comité, tandis qu'il s'occupe surtout du commerce, des subsistances et des transports au comité thermidorien, alors que les attributions de ce comité, quoique réduites, étaient quand même beaucoup plus étendues. D'ailleurs, ce n'est pas non plus une originalité de reconnaître que ce comité ne prenait pas la place du pouvoir exécutif, de fait ou autrement. Il y avait encore beaucoup d'improvisation à l'été 1793, mais à mon sens, même si j'admets que le fait de sauter de l'été 1793 au comité thermidorien ne permet pas d'en faire au mieux la démonstration, mais choisir Prieur comme sujet oblige un peu à le faire. Ce qu'on a décrit comme la bureaucratisation de ce comité, et donc parfois comme son empiètement sur le pouvoir exécutif,
n'est autre qu'un exemple du bon fonctionnement de la subordination de l'exécutif au législatif. Et il me semble que cela est encore vrai même à l'époque thermidorienne, du moins à l'époque où Prior appartenait à ce comité, quoique les compétences du comité soient réduites. Telle commission propose tel arrêté pour l'exécution de telle loi et le comité l'approuve, ou non, je suppose, mais c'est vrai que cette question-là m'a un peu embêtée. Le comité n'approuvait sans doute pas systématiquement les propositions des commissions exécutives, mais il semble que l'on n'a pas conservé, ou du moins pas au même endroit, celles qui ne l'ont pas été. Donc ce serait quelque chose à creuser encore, mais voilà, le fait que les décisions du pouvoir exécutif soient approuvées par un comité législatif, c'est tout à fait dans les principes. Donc, quoi qu'il en soit, bien interpréter le rôle du comité de salut public est plus une question de méthode que de l'apport des sources nouvelles, même si l'échantillon que j'ai étudié confirme la nature de ce rôle. Ceux qui ont prétendu que le comité de salut public servait de pouvoir exécutif de fait, sinon de droit, ont une certaine conception, souvent sans qu'ils veuillent reconnaître explicitement d'où elle vient, de ce qui devrait être le rôle de l'exécutif et du législatif. Et c'est souvent une conception qui est très influencée par la façon dont beaucoup de pays fonctionnent aujourd'hui, où c'est l'exécutif qui choisit la politique à mener. Mais quand on voit l'inverse chez les révolutionnaires, ce n'est pas un hasard, ni a fortiori une usurpation. Prior et ses collègues ont fait exprès de subordonner l'exécutif au législatif en accord avec leurs principes, ou du moins ses collègues de la montagne. Je me demande si ce n'est pas pour cette raison que la position brissotine ou fédéraliste est plus évidente pour certains aujourd'hui. Quand des brissotins ou des fédéralistes disent que les législateurs doivent se limiter à légiférer en laissant tout le reste à l'exécutif, ils sont beaucoup plus près des normes que bien des historiens ont peut-être intériorisées. Seulement, à mon sens, ce n'est pas aux historiens d'appliquer à telle époque ou à tels acteurs historiques des normes qui leur sont étrangères. D'où le besoin de comprendre les principes des personnages pour bien comprendre ce qu'ils essayaient de faire. Et c'est ce que j'espère bien avoir fait avec Prior. Donc, quant à sa longue mission dans l'Ouest, pour mieux m'approcher de ces différents aspects, après une mise au point sur le rôle du représentant en mission tel que Prior le concevait, et sur la chronologie de la mission, j'ai tenu à faire un troisième chapitre, ou plutôt une série de chapitres, à vrai dire, thématiques. Si certains ont pu trouver qu'il s'agit là d'un catalogue des différents aspects de la mission, je peux y répondre à 3 niveaux. D'abord, c'est le fil conducteur de la politique républicaine et juste naturaliste qui les réunit. Ensuite, que l'ordre des chapitres n'est pas arbitraire et tient compte de la chronologie. Si les thèmes se chevauchent, il y en a certains dont Prior s'est plus occupé à certaines époques qu'à d'autres. Enfin, le moyen de livrer une analyse claire et lisible en essayant de tout traiter à la fois, j'ai pas trouvé. Quoi qu'il en soit, comme dans la thèse même, je vais commencer par vous donner un aperçu chronologique pour que vous ne soyez pas trop perdus. Voilà. D'accord. En fait, c'est ce que j'ai voulu faire, mais j'avoue que j'ai vraiment trop ici. Je vais être obligé d'abréger un peu. Donc, comme vous voyez, on a envoyé Prior et son collègue Jean-Bon Saint-André d'abord à Brest pour s'occuper d'une crise dans la marine. Et ils ont fait donc une enquête sur une mutinerie qui avait eu lieu dans la flotte. Et puis, il y avait une nouvelle d'une insurrection contre-révolutionnaire dans le Morbihan qui a fait qu'on a décidé d'envoyer Prior dans le Morbihan. Il y est resté un certain temps pour faire des épurations des administrations fédéralistes pour organiser la nouvelle levée que justement les administrateurs n'avaient pas encore faite et puis pour envoyer des troupes et des ressources d'urgence à l'armée de l'Ouest parce qu'à ce moment-là l'armée vendéenne avait traversé la Loire et cherché
paré d'un port atlantique pour pouvoir le livrer aux Britanniques. Et donc, voilà, Pryor a rejoint l'armée de l'Ouest qu'il suit jusqu'à la victoire décisive de Salmey et la destruction de la partie de l'armée vendéenne qui avait traversé la Loire. Et puis il reste quelques jours malade à Nantes avant de continuer avec l'armée jusqu'à la reprise de l'île de Marmoutier. Ensuite, on l'envoie directement de là dans le Morbihan et techniquement la Loire inférieure aussi, en binôme avec Carrier pour l'établissement du gouvernement révolutionnaire. Et Pryor, il comptait sur Carrier pour s'occuper de la Loire inférieure, mais on apprend un mois plus tard que Carrier n'a encore rien fait, et donc beaucoup d'encre a été répandue sur le sujet de Carrier, et c'est pas mon sujet, mais de toute façon, le comité le rappelle et l'envoie Pryor à Nantes. Donc il passe un peu son temps entre Nantes, de toutes petites sorties en Vendée militaire et des retours dans le Morbihan pour un peu continuer sa mission d'établissement du gouvernement révolutionnaire. Et puis, vous aurez remarqué que pendant ce temps, il ne rentre pas du tout à Paris, donc il est vraiment sur le terrain pendant 11 mois sans interruption. En Floréal, en 2, c'est-à-dire mai 1794, on attend un convoi très important des Amériques, et Jean-Bon Saint-André doit partir avec la flotte, venir à sa rencontre pour le protéger des Anglais. Et donc à ce moment-là, le comité décide d'envoyer Pryor à Brest de nouveau, et donc il reste là-bas à Brest depuis Floréal jusqu'en Fructidor, c'est-à-dire jusqu'en septembre 1794, et donc il est encore là lors du 9 Thermidor. Et donc c'est vraiment l'essentiel de l'an 2 qu'il a raté à Paris du moins. Voilà, pour en venir à la partie thématique, je vais bien entendu pas tout vous dire, mais comme j'ai la liste des chapitres, s'il y a des thématiques qui vous intéressent en particulier, vous pouvez toujours me poser des questions là-dessus. Il y a cependant un ou deux points, si je peux me permettre, que j'aimerais bien aborder. Donc l'un de ces points, c'est dans le chapitre sur la répression, et ça porte sur cette notion de terreur, et en particulier du mot d'ordre, la terreur à l'ordre du jour. Et donc il y a un arrêté de Pryor daté de Vannes, le 10 Brumaire en 2, c'est-à-dire le 31 octobre 1793. Il faut que je le retrouve. Voilà. C'est un peu difficile à lire, j'avoue, mais l'essentiel, et ce que je vais citer, c'est l'article 1er et l'article 7. Le premier article de cet arrêté porte « La terreur est mise à l'ordre du jour contre les ennemis du peuple ». Cet article, comme le mot d'ordre en général, a traditionnellement été interprété comme s'il correspondait à la mise en place d'un régime de la terreur, avec un T majuscule bien entendu, et que le terroriste Pryor a donc installé la terreur à Vannes. Mais si, comme beaucoup d'historiens l'ont démontré, la terreur est une construction a posteriori, comment expliquer ce mot d'ordre? À mon sens, on n'a pas assez prêté d'attention au fait qu'il s'agit d'un ordre du jour, c'est-à-dire ce dont on s'occupe aujourd'hui en passant ensuite à autre chose. Et l'usage que Pryor en fait le confirme.
Aujourd'hui, on fait des visites domiciliaires, l'arrestation des suspects, la saisie des armes, etc. Demain, on passe à l'installation de la nouvelle municipalité et l'après-demain à la fête. L'arrêté l'indique même explicitement à son article 7. L'exécution du présent arrêté aura lieu depuis 10 heures du matin jusqu'à l'instant où le comité de surveillance déclarera que ces opérations sont terminées. Donc, la terreur à l'ordre du jour, ce n'est pas un régime politique, ce sont quelques mesures répressives qui peuvent être prises dans l'espace de quelques heures avant de passer à autre chose, même si, bien entendu, comme pour tout ordre du jour, les effets sont plus durables. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai voulu vraiment aborder. Voilà, sur la conduite de la guerre, j'en ai un peu parlé déjà. Je vais vous parler aussi de la 6e chapitre thématique sur les politiques économiques et sociales, parce que je n'en ai pas vraiment parlé encore. C'est un aspect fondamental de la défense de la République, mais aussi de la question de ce qu'elle doit à ses citoyens. Il est question des réquisitions et de l'industrie de guerre, de l'économie politique populaire et du droit à la subsistance, du droit à un travail, mais aussi et surtout des droits des travailleurs, notamment des ateliers et des mines publiques ou au moins mises en réquisition, et enfin de la bienfaisance publique. On y voit que Pryor a continué à privilégier les réquisitions directes chez les artisans, mais qu'il s'agissait aussi d'établir des ateliers où les ouvriers étaient soumis à une certaine discipline, tout comme les soldats, l'urgence des besoins oblige. Cela est surtout démontré par la durée de la journée de travail, de 13 à 14 heures dans les règlements que Pryor et ses collègues ont fait au plus fort de l'urgence, de 8 à 10 heures par la suite. Pryor n'innovait pas par rapport aux hiérarchies dans les règlements qu'il faisait pour ses ateliers et pour des mines, puisqu'une fois les armes et les équipements existants réquisitionnés, il fallait se tourner vers la production et notamment l'extraction des matières primaires. On ne voit pas qu'il est prévu des administrations où siégeraient pour une part les ouvriers, comme notamment dans les règlements faits par Rome. Mais en revanche, certains règlements prévoient le paiement des heures supplémentaires et des arrêts maladie, des pensions, au moins provisoires, la possibilité de s'avancer dans la hiérarchie et au niveau des salaires en obtenant une plus grande qualification. Il s'agit des droits des ouvriers au travail, auxquels on peut ajouter les droits que Pryor tâchait d'assurer à tous, ouvriers ou non, à la subsistance et à l'instruction. Je ne vais pas, il paraît, pouvoir vraiment en parler de tout cela, mais si après vous avez des questions sur ce point. Donc, conclusion, il faut que je me retrouve là. Pour conclure un peu rapidement, j'ai déjà mentionné quelques questions soulevées par ma recherche, mais il reste de multiples pistes à suivre, dont j'évoquerai quelques-unes ici. On peut citer la question de savoir comment la séquence étudiée dans ma thèse s'inscrit dans la trajectoire de Pryor, ce que j'entends absolument étudier par la suite en faisant la biographie du personnage. Ensuite, on peut se demander s'il était plus rare parmi les représentants en mission de se conformer de près au décret comme Pryor ou de s'en écarter. Pryor est d'ailleurs peut-être un montagnard moyen, mais peut-on considérer avec Ross que la politique commune était celle de la Convention tout courant confondu et non seulement de la montagne? J'ai trouvé bien des indices du contraire au cours de ma recherche, mais l'étude d'un seul représentant ne permet évidemment pas d'y répondre de façon satisfaisante. Je pense qu'il faudrait sans doute plus d'études comparatives pour l'établir comme il convient. En revanche, comme j'ai dit, ma recherche m'a confirmé la justesse d'une autre intuition de Jean-Pierre Gross. Si l'on veut comprendre la mise en œuvre de la politique de la Convention, on ne peut se limiter à l'étude de l'action des représentants en mission, qui est par définition exceptionnelle. Il faudrait donc tâcher d'intégrer cette étude à celles qui ont déjà été faites sur l'action d'autres acteurs, notamment administratifs, et pousser plus loin ce dernier type d'étude,
J'ai été notamment très étonnée de voir que si tout le monde parle de Lorient comme une ville où le mouvement populaire a été très actif, il n'y a vraiment pas d'études là-dessus, mais pas du tout, alors que les sources existent. Voilà, il y aurait beaucoup plus d'études de ce genre à faire. Enfin, j'espère avoir montré, même si je ne suis pas la seule, qu'il peut y avoir un intérêt à s'interroger sur les courants de pensée auxquels les révolutionnaires puisaient forcément jusque dans l'improvisation et la rupture pour bien comprendre leurs choix et leurs objectifs, sans sombrer dans une sorte de tout idéologique. Je pense que c'est une méthode qui pourrait être appliquée avec fruit à d'autres personnages, à d'autres époques et à d'autres courants. Donc voilà, je n'ai pas pu tout dire, loin de là, mais je pense avoir soulevé quelques-unes des interrogations qui restent encore et quelques points d'intérêt de ma thèse. Et j'attends avec beaucoup d'intérêt, moi aussi, vos questions. Je vous remercie de votre attention.